Valérie, elle est chef du service mobilisation citoyenne et médias à l'ADEME. Et du coup, elle est très engagée sur les sujets de communication responsable, notamment avec la création de divers outils, notamment le guide de la communication responsable pour les professionnels. Et du coup, elle va plutôt parler du sujet de la responsabilité des communicants par rapport à la création de nouveaux imaginaires, que je vous laisse là-bas. Merci beaucoup. Peut-être juste bonjour à tous et ravi d'être là cet après-midi pour cet événement et pour discuter avec vous d'un sujet qui me paraît important, qui est celui de la responsabilité des communicants dans la promotion d'un nouvel imaginaire collectif, parce que aujourd'hui, il faut qu'on revienne aux sources de notre métier. Notre métier, il a un super pouvoir. Il a ce super pouvoir de pouvoir représenter, nous accompagner justement dans la promotion d'une société que nous désirons véritablement. Donc ce sera un peu ça l'objet aujourd'hui. Alors si on passe à la slide d'après, déjà peut-être qu'on peut commencer par quelque chose qui est peu réjouissant. Nous sommes dans un monde en crise. Alors il y a bien sûr ce qui se passe aujourd'hui qui est absolument terrible au niveau de l'Ukraine, mais il y a aussi la crise environnementale. Cette crise environnementale où on peut dire quand même, comme beaucoup de scientifiques, que le changement climatique et les conflits ont exactement la même racine, celui notamment de l'énergie, mais il y a aussi celui de l'eau, bien sûr. On a également une crise devant nous qui est une crise démographique et puis une crise sociétale avec une hausse des inégalités. C'est pour vous donner un exemple. Dans le slide d'après, parce que je n'ai pas de zappette, super, merci beaucoup. En fait, ce qu'il faut qu'on ait bien tous en tête, c'est qu'entre extraction des matières premières pour fabriquer, vous savez, nos fils à la pâte, les fameux smartphones dont on a beaucoup d'exemplaires cachés dans un tiroir, par exemple, la transformation de la consommation également, la mise au rebut, tout ça, on est sur un modèle économique, merci beaucoup, dominant, qui repose sur une seule idée, c'est celle de consommons toujours plus. Et c'est le modèle économique dominant. Or, en encourageant le gaspillage, et on ne se rend pas compte de combien ce modèle économique abîme nos écosystèmes, que ce soit les sols, que ce soit le climat, que ce soit la biodiversité. Et donc, en gros, la publicité, le renouvellement incessant de nos appareils, les offres promotionnelles, la mode, vous savez, hein, on met juste quelquefois certains avis, voire dans certains cas, on achète des vêtements qu'on ne portera jamais. Pour autant, il a bien fallu les fabriquer à un moment ou à un autre. Et ça, c'est ça aussi, c'est ce gaspillage-là que l'on voit apparaître et dont on ne se rend pas compte et qui pourtant est toujours présent dans nos vies. Bref, tout ça, c'est un mode de vie, un mode comment ça s'appelle ? On va dire que c'est un mode linéaire qui aujourd'hui vise à dire bah, j'extrais, je consomme, je jette. C'est un modèle qui nous dit aussi la consommation, c'est le bonheur, ou je consomme donc je suis. Eh bien aujourd'hui, ce modèle linéaire, il est à bout de souffle, ne serait-ce que sous la pression de l'ensemble des crises environnementales mais aussi sociales, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Assaël tout à l'heure, et qu'il est temps de proposer une autre vision du monde, une vision du monde qui nous écarte justement de ce modèle du gaspillage des ressources, de ce méta-récit de la surconsommation. Et donc, bougez pas, je crois que j'ai trouvé comment vous êtes. Et donc là-dessus, pour nous, en tout cas, l'ADEME, il nous faut aller vers un nouveau modèle de consommation et de production, un modèle qui soit plus circulaire. C'est-à-dire que ce modèle, c'est faire mieux avec moins. C'est dur à entendre le mot moins, tout comme le mot que tout à l'heure Assaël a dit, le mot de sobriété. Pour autant, on ne pourra pas atteindre cet objectif qui nous a été fixé notamment par l'accord de Paris. On ne pourra pas atteindre la neutralité carbone sans réviser fortement nos modèles économiques et sans aller vers davantage de sobriété.
Et donc, ça veut dire qu'il doit y avoir une révolution dans le modèle de création de valeur et que l'on doit abandonner ce modèle en volume. À partir de là, ça veut dire que pour nous, dans ces modèles circulaires, eh bien, on va privilégier notamment tout ce qui est lié à l'économie de la fonctionnalité. Je ne sais pas si vous étiez là ce matin, mais Adeline Hawkes en a parlé de façon extrêmement intéressante, de même que Florence Touzé. Et l'économie de la fonctionnalité, c'est la promotion de l'usage du produit plutôt que sa possession. On va donner un exemple. C'est un exemple pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là ce matin. Par exemple, celui de Bocage. Bocage, c'est une marque de chaussures. Et donc, eh bien, il propose à la location pour 2 mois des chaussures. Bon, vous avez un contrat. Vous les rapportez au bout des 2 mois. Et puis, au bout des 2 mois, ces chaussures sont nettoyées, sont remises en état. Et elles vont être proposées sur un corner dédié chez Eram, parce que Bocage, c'est la marque Eram. C'est une autre façon, du coup, d'avoir un rapport à sa consommation. On ne possède pas le produit, mais on en possède l'usage. On est dans une optique de durabilité, parce que je vous le rappelle, on dit souvent que près des 3/4 ou plus des 3/4 des impacts, notamment environnementaux, sont produits au moment de la fabrication. Et donc, avec ce modèle d'économie de la fonctionnalité, du coup, eh bien, on a une croissance économique qui va être beaucoup moins dépendante de la consommation de ressources qui aujourd'hui est absolument hallucinante. Les Français aussi, ils nous disent, mais moi, je veux entrer de plein pied dans cette consommation plus responsable. Qui n'en aurait pas envie? Et donc, ce qu'ils nous disent aujourd'hui, donc je vais vous donner 2-3 éléments qui sont liés notamment à l'étude que l'on mène depuis plus de 16 ans avec Greenflex, donc un baromètre ADEME Greenflex sur la consommation responsable. Eh bien, le dernier résultat qui date de mai 2021 nous dit, pour 88%, je trouve que l'on vit dans une société qui nous pousse à acheter sans cesse. Pour 83%, ils nous disent « Demain, j'aimerais vivre dans une société où la consommation prend moins de place ». Ils nous disent également que seuls 31% font confiance aux marques. On est dans une société marquée par la défiance. Alors il est urgent, effectivement, de repenser notre modèle de société. Les Français veulent bien s'engager à aller plus loin. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que par rapport à ce baromètre, quand on le faisait il y a plusieurs années, il disait « Ah oui, moi, pour consommer responsable, ça veut dire je vais acheter d'autres types de produits, je vais acheter des produits entre guillemets verts. » Mais aujourd'hui, ils disent « Non, ça veut dire que je vais consommer moins. » Ok, il y a toujours une différence entre ce que je déclare et ce que je fais vraiment. Néanmoins, au fur et à mesure des baromètres, on se rend compte que cette idée-là, elle s'ancre. Troisièmement, eh bien, ce qu'ils nous disent également, c'est que pour 64% d'entre eux, ils vont faire davantage confiance aux marques qui vont proposer des produits, des offres à moindre impact environnemental. Et sur la publicité en particulier, ils nous disent à 88% qu'ils pensent que la publicité les incite à consommer toujours plus et qu'ils sont dans une injonction contradictoire permanente entre ce qu'ils vont entendre, par exemple, de la part des scientifiques, le rapport du GIEC, on n'en a pas parlé encore beaucoup depuis ce matin, mais le rapport du GIEC avec les chiffres alarmants devant lesquels nous sommes, et en même temps cette promotion de la surconsommation, du gaspillage. Ben, ils nous disent qu'il y a quand même un gros problème. Et donc, à partir de là, il y a un double enjeu pour faire évoluer les messages publicitaires. D'abord au niveau sociétal. À partir du moment où le monde de la communication, notre monde, va s'engager et aider et accompagner la société à opérer sa mutation, alors il va y avoir un impact fort puisqu'elle pourra mettre en avant des pratiques, des produits à moindre impact environnemental et social. Et puis deuxièmement, au niveau productif, ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle relation de confiance qui va s'instaurer. Mais ça ne va peut-être pas être aussi simple que ça. Je voudrais quand même vous dire, pour être tout à fait honnête, c'est que dans la deuxième partie de ce baromètre, certes, les Français nous disent « Bon, ben, je suis bien sensible, je ne suis pas dupe de tout ce que la pub me fait. » Mais quand arrive
le Black Friday, ils sont quand même 66% à dire « ouais, mais quand même, ça me fait plaisir ». Et on voit bien là qu'on est à la croisée de deux mondes, entre le méta-récit de la surconsommation qui est celui qui est dominant aujourd'hui, et celui qu'il faut que nous fassions advenir, c'est-à-dire le contre-récit de la surconsommation. Alors, face à ces enjeux, quel est le rôle de la communication? Le rôle de la communication, notamment, c'est d'accompagner les marques, c'est d'accompagner les consommateurs dans cette transition, à la fois en mettant en avant un modèle de production qui soit en cohérence avec la transition écologique, et puis aussi un modèle qui donne envie de changer d'usage, de changer les comportements de consommation. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de cette économie de la fonctionnalité. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissaient cette proposition, par exemple, de Bocage, ou qui connaissent d'autres exemples. Et est-ce que ça nous fait envie? Ou bien lorsqu'on a vu, je crois, ce matin, une publicité de Back Market, rappelez-vous tout ce que l'on pouvait dire sur le reconditionner. Mais faut faire confiance à ça, etc. Comment on fait pour rendre désirable tout ça? Parce que c'est moins de gaspillage de ressources. Alors c'est vrai, il faut que notre puissance, qui est celle de pouvoir allier notre créativité, de pouvoir savoir raconter les histoires, eh bien, elle ne soit plus le miroir déformant de la société, c'est-à-dire le miroir qui nous pousse à aller vers la surconsommation, mais au contraire, ce fameux miroir qui va nous permettre d'aller plus loin et d'être en cohérence avec la transition écologique. Ça veut dire qu'il faut que nous prenions part à l'écriture de nouveaux récits parce que nous, communicants, on a le pouvoir d'investir des imaginaires. Et ce lien, il est important. C'est celui qui va nous permettre de redonner du sens à nos messages, de faire en sorte que tout ce que je vous raconte, ça devienne réel, qu'on ait envie d'y aller. Parce que honnêtement, c'est ça l'enjeu. Et ça peut être ça notre rôle. C'est de faire en sorte que cette société, elle soit plus en phase avec la transition écologique et donc on ait davantage envie d'y aller. C'est quand même un beau métier. Ça permet de redonner du sens. Ça permet de nous embarquer quelque part et non pas vers le fait de promouvoir l'achat de produits dont on n'a absolument pas besoin, dans des quantités dont on a encore moins besoin. Et ceci tous les jours. Et c'est là où c'est intéressant et où il y a un vrai travail à faire, un travail de co-construction, parce qu'on ne peut pas le faire seul. Et c'est ce que disait tout à l'heure Asaël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de montrer des comportements de consommation plus vertueux, qu'on va essayer de rendre désirables des modes de vie plus sobres. Et puis, ça veut dire aussi qu'on va mettre en avant des nouveaux héros. Non pas le héros, vous savez, un peu inatteignable, un peu bling-bling, etc., mais un héros du quotidien qui fait attention à la façon dont il traite, entre guillemets, la planète. Et donc la fonction communication, elle doit évoluer. Je vous ai proposé une petite définition de la communication responsable. La communication responsable, c'est une communication qui est plus sensible aux enjeux écologiques. Donc ça, nous, on l'a centré beaucoup sur la question de l'écologie, mais c'est aussi les questions sociales, bien évidemment, qui est davantage à l'écoute de notre planète. Ça fait partie des fondamentaux de nos métiers, être à l'écoute d'eux. Et des fois, j'ai l'impression qu'on l'oublie. C'est une communication qui s'interroge autant sur sa manière de délivrer ses messages qu'à leur contenu. C'est le fameux message de tout à l'heure que nous disait Asaël, à savoir les messages et l'éco-socio-conception. Et puis, c'est une communication qui intègre également la notion d'urgence, parce que, quand même, il y a urgence à changer tout ça. Alors, si on veut être acteur de la transition écologique, eh ben, on doit réfléchir collectivement à la place que l'on veut avoir dans la conduite de changement des consommateurs, mais plus généralement des citoyens, parce qu'on a eu un peu trop tendance à ramener le citoyen à sa seule fonction de consommateur. Donc, susciter de nouveaux récits, pour éveiller nos imaginaires, pour transformer le monde. C'est ça aussi la communication responsable. C'est ça aussi que cette définition nous donne en creux. Et pour aller vers une communication responsable, eh bien forcément, les professionnels de la com et du marketing, ils vont en être les acteurs. Il faut absolument qu'ils s'ouvrent à l'ensemble des parties prenantes. Ça ne veut pas dire uniquement de son écosystème facile à mobiliser. Ça veut dire aussi aller voir les opposants, ne pas hésiter à discuter avec eux. Tout à l'heure, Asaël a dit lire le rapport Big Corpo. Moi, je dis carrément, allez les voir, parler,
essayez de comprendre aussi les choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le langage. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, quel modèle de communication on désire promouvoir? Quel rapport on entretient avec la consommation? Qu'est-ce qu'on a envie de promouvoir comme nouveau modèle de mobilité? Mais tout ça, ça va être aussi, on va pouvoir l'acquérir en nous s'ouvrant aux parties prenantes. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir qu'on travaille toujours et encore la pertinence et l'efficacité des actions. Est-ce qu'il n'y a pas des fois, on fait de la communication, j'allais dire un peu de vanité, entre guillemets, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un certain nombre d'outils ou de communication? C'est jamais un sujet facile. Moi, je suis à la tête d'un service de communication et c'est vrai que ces sujets-là, c'est ah ben non, si on ne fait pas ça, on ne va pas avoir de visibilité ou autre, etc. Comment on réfléchit autrement? C'est aussi de travailler bien sûr sur l'évaluation et la réduction des impacts, mais aussi sur l'engagement des messages et aussi sur l'efficacité. Pourquoi? Parce que pourquoi est-ce que quand on fait de la communication responsable, on devrait faire une communication qui soit moche, qui soit casse-pied? Parce que je suis bien certaine qu'il y en a beaucoup encore qui pensent que communication responsable égale quelque chose de pas du tout désirable. Eh ben, il ne tient qu'à nous qu'à leur prouver le contraire. Alors justement, je vais vous parler de deux outils, on va appeler ça comme ça, de deux outils, un qui a été fait par Entreprises pour l'environnement et puis un qui est fait par nous, et justement pour voir comment concrètement on peut mettre la créativité publicitaire au service de la transition écologique. Alors en septembre 2021, je ne sais pas si vous connaissez Entreprises pour l'environnement, c'est justement une association d'entreprises, d'entrepreneurs, mais il y a aussi des collectivités, qui justement ont décidé que, après les travaux de prospective qu'ils avaient fait autour de la neutralité carbone, eh bien, ils avaient envie d'aller plus loin et de réfléchir à la façon dont la communication pouvait se saisir de ces sujets-là. Mais ils ont repéré aussi qu'il y avait beaucoup de stéréotypes dans la communication qui, justement, étaient un frein à la promotion d'imaginaires compatibles avec la transition écologique. Et donc, à partir de ce moment-là, ils se sont dit, tiens, avec beaucoup d'acteurs, on en faisait partie également, mais il y avait aussi pour un réveil écologique. Et donc, ils se sont dit, ben, au-delà des produits et des services promus, quels sont les points sur lesquels il faut qu'on prête attention pour justement promouvoir ce fameux imaginaire qui soit compatible avec la transition écologique? Ils en ont repéré 10. Alors, par exemple, ils ont mis en plus des titres qui sont plutôt sympathiques et qui peuvent attirer l'œil de nombre de créatifs. Par exemple, c'est pas que dans les pubs. Je vous invite à vous projeter dans vos éditions. Vous savez, quand on recherche une image, dans vos productions audiovisuelles que vous pouvez faire, sur les réseaux sociaux, quand vous avez une image qui illustre tel ou tel poste. Par exemple, ça va bientôt être l'été, on va retourner au barbecue, etc. On va dire ça. Et donc, est-ce que vous promouvez l'image d'un carnivore compulsif ou pas? Est-ce que, par exemple, spontanément, quand vous avez envie de mettre en avant un barbecue, vous mettez un barbecue rempli d'une montagne de viande et que vous avez beau chercher, il n'y a pas de salade et il n'y a pas de légumes? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez vers une représentation plus équilibrée avec à la fois, certes, des produits carnés, mais aussi des légumes, des légumineuses? Vous voyez ça? À force que les gens aient toujours cette vision-là autour de l'alimentation carnée, bah forcément, ça leur fait dire c'est la norme. Et en changeant les illustrations, eh bien, vous allez pouvoir faire bouger les normes. Autre sujet, par exemple, l'autosoliste, très beau terme, qui vise à dire est-ce que vous promeuvez dans les images liées ou dans les films qui sont liés à la mobilité, par exemple, des personnes qui sont seules derrière leur volant. Homme, blanc, mâle, dominant, seul derrière son volant. Bah souvent, on a eu ça quand même. Faut pas... ça aussi, ça donne une certaine image, une certaine représentation de la société dans laquelle on vit. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on y réfléchisse? Et puis, par exemple, l'hiver en t-shirt, c'est un de mes favoris, celui-là. Quand vous avez une couverture de magazine à faire, vous savez, le truc au mois de février, est-ce que vous faites attention au fait de savoir comment est vêtu votre protagoniste principal si vous avez quelqu'un qui représente?
Eh bien, regardez bien, des fois, vous trouvez vachement plus sympathique la photo de quelqu'un qui est en t-shirt. C'est la fin de l'hiver, alors vous dites, voilà. Mais en même temps, qu'est-ce que vous dites? Vous induisez dans l'esprit des gens que, effectivement, même en plein hiver, on peut se balader en t-shirt, c'est pas très grave, hein, il suffit de mettre à 23. Avec l'augmentation des prix de l'énergie, il va peut-être falloir réviser et peut-être prendre un des pulls, vous savez, celui qui est derrière, bien caché, au milieu des 57 autres. Voilà, un autre sujet, le rêve du pavillon. Et donc, notamment, est-ce que les lieux de vie représentés sont essentiellement des maisons individuelles ou est-ce qu'il y a cette question de la densification des immeubles? Est-ce que vous avez, de l'habitat, est-ce que vous avez réussi à le rendre justement désirable? Voilà, je trouve que c'est un livre qui à mettre entre tout, enfin un guide qui à mettre entre toutes les mains. Un autre sujet aujourd'hui, c'est qu'on a parlé donc de tout ce qui va être lié à l'imagerie, on va appeler ça comme ça. Mais maintenant, parlons formulation. Vous savez, le truc qui vous fait dire « mon événement est neutre en carbone », ma tomate est neutre en carbone et autres choses assez amusantes. Eh bien, sur l'exemple de la communication autour de la neutralité carbone, l'ADEME vient de sortir un avis d'expert, justement, pour savoir comment communiquer autour de ces sujets. D'abord, la question de la neutralité carbone, elle ne se pose qu'à l'échelle de la planète et des États, pas à l'échelle de l'entreprise, pas à l'échelle du territoire, pas à l'échelle des produits, pas à l'échelle des services. Donc déjà, de dire ma tomate est neutre en carbone ou mon événement est neutre en carbone, ça ne veut rien dire. Ensuite, et c'est là où c'est important, c'est qu'on est sur des formulations qui sont trompeuses pour le public et donc qui projettent un imaginaire trompeur dans la tête du public en lui faisant croire que du coup, il y a une innocuité et que donc, ce n'est pas la peine qu'il change ses habitudes de consommation. Voilà ce que ça donne. Et cette question de la neutralité carbone, elle est en plus très importante parce qu'elle va empêcher ou elle va rendre difficile le fait de reconnaître les entreprises, les organisations qui sont vraiment engagées, dans la réduction drastique de leurs émissions de carbone, et puis 2, celles qui vont par exemple s'engager dans des vrais projets de compensation et non pas dans des projets de compensation qui sont plutôt liés à des plantations industrielles dont l'objectif est la rentabilité maximale, immédiate et court-termiste. On voit bien que derrière ce terme neutre en carbone, eh bien, il y a urgence à les oublier et nous recommandons de se défaire de l'approche purement arithmétique de la neutralité, c'est-à-dire que non, une tonne émise n'est pas toujours égale à une tonne compensée. Il y a une question de méthodologie, mais il y a aussi une question de temporalité, donc ce n'est pas vrai. Et plutôt de focaliser leur communication sur une communication qui soit beaucoup plus responsable, qui s'appuie sur des preuves, qui explique véritablement quels sont les engagements qui sont pris, quelles sont les actions qui sont menées par les organisations pour, 1, réduire drastiquement ces émissions et 2, pour s'engager pour les émissions résiduelles dans des projets de compensation véritables et donc de communiquer de façon proportionnée, transparente et distincte sur ces différents niveaux. Et quand on est au niveau de la communication corporate, on fait en sorte de repositionner tout ça dans la stratégie RSE de l'entreprise. Et quand on est au niveau du produit, on met en avant majoritairement des labels environnementaux. Bien sûr, il y a cette recommandation de l'ADEME, mais il y a une autre chose. Tout ce dont je parle depuis le début, c'est que là-dessus, au départ, vous allez me dire, oh, c'était un risque réputationnel, c'est pas très grave. Bon, c'est une question de point de vue. Mais maintenant, je vous le dis, il y a la loi climat et résilience, et ça va être une question de risque juridique. Et dans certains cas, ce risque juridique peut nous emmener au pénal. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup de tromper le consommateur quand on veut dire qu'on a une politique de communication responsable et de risquer justement les attaques juridiques? Je vous invite à aller regarder ce travail que nous avons fait dans l'avis d'experts. Voilà, mais tout ça, ça veut dire, je ne sais pas pourquoi j'ai été faire tous ces petits trucs, tout ça, ça veut dire qu'il faut former tous les professionnels que nous sommes, et pas une fois, c'est malheureusement, autour de nos sujets, il y a une pédagogie de la complexité, il faut le comprendre, et ça ne s'apprend pas d'un claquement de doigts, ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à apprendre,
et apprendre encore. C'est valable pour les jeunes qui sont les futurs professionnels, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas communiquer sur ces questions de transition écologique sans maîtriser les enjeux qui y sont reliés, mais c'est également valable pour l'ensemble des professionnels en exercice que nous sommes, parce que là aussi, il est important de sans arrêt pouvoir connaître, pouvoir comprendre, pour pouvoir mieux travailler. À ce titre, je vous ai mis donc quelques-uns des exemples que l'on a, que vous pouvez tous retrouver sur notre site communication-responsable.adem.fr. Le guide de la communication responsable qu'on a publié en janvier. Pour info, on va sortir la V2 à l'été. Le fameux rapport entreprise pour l'environnement que je vous ai présenté. Le bilan ADEME ARPP qu'on fait régulièrement sur la publicité et l'environnement. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, la plateforme Réussir avec un marketing responsable dont nous sommes partenaires fondateurs. Alors voilà, pour conclure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a des annonceurs qui bougent. Si vous êtes là, c'est que vous bougez. Donc voilà, il faut y aller. Mais c'est un sujet qui concerne l'ensemble de la filière. Inciter aussi à faire en sorte que tout le secteur bouge. C'est pas la responsabilité, elle est énorme. On a une responsabilité énorme parce qu'on a le pouvoir on a un pouvoir d'influence sur la société qui est majeur. Alors, c'est de notre responsabilité si on veut faire bouger les choses, parce que de toute façon, la transition écologique, elle aura besoin de nous, de la communication. Et arrêtons de voir ces sujets-là uniquement comme des contraintes. C'est vrai que de changer ses comportements, c'est jamais facile. Je vous rassure, il y a aussi des cordonniers qui sont des fois pas très bien chaussés, comme chez nous. Ça arrive, c'est normal. Mais essayons de nous dire que c'est une vraie opportunité pour accompagner la transformation de notre société, revaloriser aussi notre métier. Et ça, c'est une formidable action. Et en tout cas, c'est un très beau défi auquel j'espère que vous êtes tous fiers et que nous sommes tous fiers de participer. Je vous remercie. Merci beaucoup Valérie. Du coup, moi j'avais une question justement sur cette problématique autour de plus prôner la surconsommation, etc. Et comment c'est possible du coup de faire ça si le business model dans l'entreprise reste basé sur cette question de la croissance, avec du coup derrière aussi des emplois, etc. Et donc du coup une économie à maintenir. Non, mais c'est une excellente question. De toute façon, le fait de s'engager dans une communication plus responsable, ce n'est pas simplement au niveau des directions de la communication, c'est plus largement la question du modèle de l'entreprise qui est interrogée. C'est ce fameux modèle en volume qui va être réinterrogé. Et c'est pour ça que c'est une décision qui est absolument stratégique. Et c'est pour ça que ça nous redonne aussi un certain nombre de lettres de noblesse, une autre façon d'être présent dans l'entreprise. Et on voit bien que direction de communication, direction RSE se rapprochent aussi pour mieux travailler ensemble, pour essayer, et qui sont aussi davantage présents, écoutés au niveau des comités exécutifs. Ça aussi, ça montre qu'il y a un certain nombre de choses qui bougent. On a parlé de risques réputationnels, on a parlé de risques juridiques. À partir de ce moment-là, il y a des warnings qui s'ouvrent. C'est vrai que ça ne se fait pas non plus en un claquement de doigts. Et que donc, réfléchir à des offres comme celles dont on a parlé avec Bocage, par exemple, ou avec d'autres sur l'économie de la fonctionnalité, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire quel business model je peux construire pour demain. Et là-dessus, le fait de partager des bonnes pratiques, comme c'est le cas par exemple sur réussir avec un marketing responsable.org, je vous invite à y aller, où on met en avant par exemple des choses qui peuvent être faites. Je ne sais pas si David a donné tout à l'heure l'exemple de Colgate, qui a proposé un tube en PVC souple. Et là où c'est super intéressant, c'est que ça va être un tube la formule l'a mis en open source, de façon à ce que ce soit partagé non seulement par ses concurrents, mais aussi par ceux qui ont besoin de se servir de ce genre de choses. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui bougent. Plus on va en parler, plus on va partager, plus ça va devenir un peu plus la norme. Et c'est ça qu'on cherche aussi à faire. Ok, oui, donc en fait la communication, ça peut aussi être entre guillemets un cheval de Troie dans la transition pour les entreprises. Et finalement, on n'a pas que notre rôle de communicant, mais aussi on peut faire évoluer le business model de l'entreprise. Je pense qu'en tout cas, on peut l'accompagner
Et justement parce qu'on est des vigies au niveau des directions de communication et que l'on peut dire quelles sont les attentes de l'ensemble de nos parties prenantes. Comment est-ce qu'on peut essayer d'être vigilant aussi sur les risques par rapport à une survalorisation de ces actions? Comment est-ce que le fait de ne pas être dans une communication qui soit transparente, qui soit sincère, qui soit humble, qui soit juste, à contrario des formules marketing choc, je l'ai dit tout à l'heure, hein, neutre en carbone, c'est une formule qui apparaît comme ça extrêmement intéressante, compréhensible. Je me demande encore quand même qui comprend neutre en carbone, si ce n'est pour se dire, bah tiens, ça veut dire que j'ai rien besoin de faire. Mais bon, voilà, il y a pas mal de choses comme ça et on a privilégié trop la formule choc et la formule marketing à la véracité des choses. Et c'est ça aussi que nous amène cette possibilité quand on entre dans le chemin de la communication responsable et même dans le chemin plus large de la revisitation de son business model. Ok, ben, merci beaucoup Valérie. C'est moi qui vous remercie.